Vous m'entendez pas? Allô, allô? Ah, vous m'avez pas entendu depuis le début. Ça fait donc 10 minutes que je parle dans le noir. Non, 10 minutes, pardon. Un petit peu moins. Alors, je parle toute seule à mon ordinateur et puis personne ne réagit. J'avais dû oublier de mettre le micro. J'avais dû cliquer 2 fois, je pense. Donc, je disais, petit commentaire sur cette analyse de doc pour commencer. Donc, vous aviez analysé l'intérêt d'un schéma par rapport à un bilan. Qu'on se mette d'accord sur un bilan, il y a plus d'informations que sur un schéma. Et en particulier, il y en a, je pense, qui confondent les réactions bilan avec des équations, avec des formules brutes. Donc, on peut parfaitement écrire une équation bilan avec une formule parfaitement développée, même avec le détail en formule de Cram. En revanche, sur un bilan, il y a des choses qu'on ne met pas, c'est les réactifs pas importants, on ne met que le substrat en début de flèche, et on ne met que le produit désiré en fin de flèche. Donc on ne met pas les sous-produits ni un certain nombre de réactifs. Donc l'intérêt, c'est qu'on va plus vite et surtout qu'on peut enchaîner les flèches des schémas réactionnels, contrairement à une équation bilan. Si vous voulez mettre des suites d'équations bilan, vous êtes obligé de réécrire à chaque fois les espèces qui sont substrats d'un côté et produits pour la réaction d'avant. Donc, quelques confusions, je pense, sur l'équation bilan. Donc, il n'y a pas moins d'informations dans un bilan et on ne voit pas plus clair dans un schéma. Dans le deuxièmement, les numéros 1 et 2 qu'on vous donnait sur les flèches, donc ce que vous avez sur l'étape A, par exemple. Donc, attention, il y en a qui m'ont parlé d'étapes. Il ne faut surtout pas parler d'étapes parce que étape, ça a un sens particulier en chimie, c'est des étapes élémentaires. Donc, c'est bien des réactions bilan successives. Il y a 2 réactions bilan. Chacune de ces réactions bilan est elle-même éventuellement faite d'un certain nombre d'étapes. Mais ce n'est pas des étapes élémentaires. D'accord? C'est 2 étapes successives, chaque étape étant une réaction bilan à elle toute seule. Alors, dans les questions 3, les catégories de réactions pour A, B, C, ça allait. Par contre, pour D, c'était plus compliqué. Et il fallait analyser en fait les insaturations entre le début et la fin, voir si ça augmentait, diminuait ou était stable. Et donc, ça permettait de répondre. Donc, si vous avez le même degré d'insaturation de chaque côté, on ne peut pas avoir de substitution. Dès que globalement, on a perdu une insaturation dans l'affaire, donc on a globalement une addition. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a eu plusieurs étapes pour modifier la structure entre les espèces. Et donc, il peut y avoir enchaînement, une addition, une élimination. Au total, c'est comme si c'était rien passé. Alors ensuite, l'efficacité. Donc le 6, il y avait pas mal d'erreurs aussi. Quand on vous dit que le lévogir est 2 fois plus efficace que le racémique, ce que vous pouvez en conclure, c'est que le dextrogir n'a aucune efficacité. Le lévogir est 2 fois plus efficace que le racémique. Mais oui, mais il y en a 2 fois plus dans le lévogir que dans le racémique, puisque le racémique, c'est un mélange équimolaire. Donc, la conclusion, c'était que l'autre stéréoisomère n'avait aucune efficacité. Et par contre, si on n'a pas besoin de l'enlever avant usage, c'est qu'il n'a non plus aucune toxicité. Donc, globalement, ça, c'était assez mal vu. Et enfin, la question 7, si vous analysez la structure qui était fournie dans l'énoncé des 2 molécules, la différence, c'est qu'il y en avait une en vue de Cram et une en vue topologique. C'était pas la peine de me faire une analyse pour dire voilà, il y a ça en plus, ça en moins, telle structure, on reconnaît tel groupe, tel carbone. Non, les structures se ressemblent, mais pas de façon franche. Mais c'est surtout que c'est pas la même convention de représentation. Donc, cherchez pas des fois des réponses trop compliquées, alors qu'une réponse simple, ça peut faire affaire. Donc, pour la suite du programme, là, on va finir le chapitre sur les substitutions nucléophiles. Alors, protection, Romane, oui, on n'a pas encore vu les étapes de protection, c'est peut-être des vieux souvenirs, puisqu'on le verra que dans le chapitre 4. Donc, on a dû vous en parler dans votre passé. Une protection, ça veut dire qu'on va modifier une fonction de façon provisoire et on la régénère après. On fait ça pour éviter d'y toucher dans les réactions qui vont avoir lieu ensuite. Donc, si on veut sélectionner la partie de la molécule qui réagit, parfois, on est amené à protéger
on est amené à protéger une fonction, c'est-à-dire à la modifier, donc à faire réagir cette fonction et à la modifier, et ensuite on la régénère à la fin du processus. Donc les étapes de protection, en général, elles vont dans les deux sens, c'est-à-dire que vous voyez une étape où on change une fonction et une étape un peu plus loin où on va régénérer cette fonction. On la change de façon provisoire. Donc c'est général et c'est vrai qu'on en verra dans le chapitre 4 des étapes de protection. Alors, suite du programme. Donc, je vous ai mis en ligne le prochain chapitre et la prochaine feuille d'exercice. Et donc, demain, on va corriger les deux premiers exercices sur les substitutions nucléophiles. Donc là, on finit le chapitre sur les SN. Donc, on en était tout à la fin. On avait pratiquement fini. Ça va arriver. Pour le DM, vous n'aurez pas fini le prochain chapitre. Hein. Parce que le prochain chapitre, c'est celui qu'on fait dans un bon petit moment déjà. Pour le DM, vous pouvez partir des SN1, SN2. Après, normalement, protection des protections, vous avez dû le voir dans votre passé en chimie organique. Et de toute façon, les protections des protections qu'il y a là-dedans ne sont pas des étapes qu'on va voir en détail. Ce n'est pas les réactions qu'on verra dans le chapitre où on va parler de protection. Donc, vous avez, je regarde rapidement. Non, c'est le chapitre SN doit suffire à répondre à tout ça. Alors, on finit avec l'ouverture d'un époxyde en milieu basique. Alors, c'est une réaction qu'on avait vue dans le chapitre général sur oxydoréduction et acide-base. Donc, chapitre que vous avez à votre programme pour cet après-midi. Hein. Donc, on va regarder la structure d'un époxyde. L'époxyde, c'est cette molécule ici. Vous avez un cycle avec 3 atomes, 2 carbone, 1 oxygène. Ça s'appelle un époxyde, pardon. Et on va envisager une réaction de SN là-dessus. Donc, le nucléophile dans ce cas de figure, c'est H-. Alors, H-, je le réécris. Bon, je réécris H- un peu plus gros parce que là, il a... Donc, H-, c'est le nucléophile. Je le réécris juste pour bien faire... Non, on va juste faire apparaître le doublet ici. Ils ont changé l'interface. Okay. Donc, on va avoir 2 carbones qui sont électrophiles. On va avoir ici un site plus delta. Et on va avoir un deuxième carbone plus delta symétrique de l'autre côté. C'est bizarre, ils ont changé. Je fais des traits plus épais maintenant. Pourtant, c'est le même stylet. Bon. Et on a moins de delta sur l'oxygène. Donc, on a 2 sites électrophiles sur le substrat et on a affaire à un nucléophile H-. Donc, premier cas de figure. H- va aller attaquer, dans tous les cas, un carbone. Donc, on va pouvoir faire cette attaque. Donc, on mettra le résultat ici. Donc, l'attaque se fait du côté opposé à ce qui est cassé. Ce qui est cassé, c'est cette liaison-là. Et sinon, on va envisager, on peut avoir la même chose sur le carbone qui est à gauche. Donc, on va le mettre ici en pointillé. Et donc, on va avoir un deuxième produit. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, on va avoir un deuxième produit avec la flèche en pointillé. On mettra après. Donc, on va déjà mettre ce qui se passe sur la flèche en trait plein. Donc, flèche en trait plein, on va réécrire en noir ce qui n'a pas bougé. Donc, on va avoir ici les 2 carbones. Sur le carbone qui est à droite, on a l'inversion de Walden. Donc, les liaisons qui étaient vers le bas vont vers le haut.
Sur le carbone qui est à gauche, il n'est pas touché par la réaction. Donc ici, on a Me. Ici, on a H. MEH. L'oxygène, il est toujours accroché au carbone et il est ici, sous forme O-. D'accord? La liaison s'est cassée, l'oxygène a embarqué le doublet, il a donc une charge négative. L'autre oxygène est accroché ici, avec l'inversion de Walden. Et donc, on va avoir un premier produit possible qui est ça. Ensuite, on va avoir l'autre possibilité. Donc, merci à celui qui a rajouté les flèches en pointillé. Donc, autre possibilité. Cette fois-ci, l'attaque se fait sur le carbone qui est à gauche. Donc, le carbone qui est à droite, il est toujours accroché à l'oxygène, comme ça. Il a toujours une liaison vers l'avant qui est du méthyle, une liaison vers l'arrière qui est de l'hydrogène. Sur le carbone qui est attaqué, on va avoir l'inversion de Walden et on va avoir une relaxe. Il y a une charge sur le moins, oui, sur l'oxygène, oui, oui. Oui, il y a une charge puisque au cours du processus, l'oxygène récupère le doublet. D'accord? Donc, on va bien avoir une charge sur l'oxygène. L'oxygène qui s'est rajouté... Ah, mais je n'avais pas fini d'écrire. Hein. Et ici, je n'avais pas fini d'écrire ce qui était en noir, c'est-à-dire ce qui n'a pas été touché. C'est pas grave, on va le laisser. Donc ici, on va former, suivant les deux flèches en très plein ou en pointillé, ces deux alcoolates. Et ensuite, on va hydrolyser l'alcoolate en alcool. Donc le O- devient OH. D'accord? Et donc après, alors par contre, il n'y a plus beaucoup de place pour les écrire. J'écris en dessous. Donc les deux alcools qu'on va obtenir, on va avoir celui-ci. Donc là, je transforme juste l'alcoolate en alcool. Et je vous allège un peu l'écriture, c'est-à-dire je mets juste en avant les deux groupes éthyles. On n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit au bout, donc j'ai supprimé le Me, j'ai pas écrit non plus l'hydrogène. L'autre diol, c'est ça. Au niveau des proportions, on obtient 50% de chaque. Alors, il reste encore à savoir s'ils sont différents, ces deux alcools. Donc, on peut remarquer ici qu'il y a deux carbones asymétriques qui sont ici et là. Et on est dans le cas de deux carbones asymétriques qui sont tous les deux identiques. Donc, vous savez que dans ce cas-là, on a 3 stéréoisomères, un méso et 2 énantiomères. Donc, on regarde lequel... on va répondre à cette question juste après, Axel. Je suppose que c'est énantiomère que vous vouliez dire. Donc, sur le carbone qui est à gauche, je regarde la molécule de gauche, on va avoir une configuration R. Et sur le carbone qui est à droite, on a également une configuration R. Ça tombe bien comme c'est dessiné, les hydrogènes qui sont les groupes minoritaires sont à l'arrière. Sauf que ce n'est pas 1R, 2R, ce serait plutôt 2R, 3R. Les carbones sont numérotés 1, 2, 3, 4. Les carbones... voilà, donc c'est RR. Et dans le cas de composés qui ont deux carbones identiques, ce n'est pas la peine de mettre les numéros. Les numéros, ce n'est pas 1 et 2, c'est donc 2 et 3. Et donc ici, on aurait le SS. Donc on aurait un couple de deux énantiomères avec comme proportion 50% de chaque. Ça va? Il nous reste à voir l'alcène qui a pu donner naissance à ce composé-là. Donc, pour obtenir un époxyde, on fait réagir un alcène et un péracide. Merci d'avoir corrigé. Donc, l'alcène, il doit avoir la géométrie qui donne cet époxyde, c'est-à-dire que les deux groupes méthyl sont du même côté. Alors, question d'Axel, pour justifier qu'ils sont énantiomères. Alors, là, tels qu'ils sont dessinés, on peut dire qu'on voit que l'un est l'image de l'autre par un miroir. Hein.
Donc non, vous n'êtes pas obligé de donner la configuration en détail pour justifier le fait que c'est bien 2 énantiomères. D'accord? Vous pouvez voir, je vais le mettre en vert, on voit le miroir ici, entre les deux. On voit bien que les deux sont images l'un de l'autre par un miroir. Mais il faut vérifier que c'est bien 2 molécules différentes aussi. Donc là, au moins, quand on donne la configuration, on le voit bien. Parce que si vous dessinez 2 molécules identiques, elles sont aussi images l'une de l'autre par un miroir. Sauf que c'est pas chiral. Alcène de départ. Donc l'alcène de départ, on va retrouver la chaîne carbonée et les 2 groupes méthyl, ils doivent être du même côté ou de part et d'autre de la liaison double? Donc je prépare l'alcène. Je vais mettre le détail. Donc sur chaque carbone, il me faut un groupe méthyl et un hydrogène. Ben, j'en mets déjà un. Et je vous laisse compléter de l'autre côté. D'accord? Donc de l'autre côté, il faut aussi un hydrogène et un méthyle. Où est l'hydrogène? Pour donner l'époxyde qui est juste au-dessus. Oui, effectivement, il faut que les 2 hydrogènes soient du même côté. C'est ce qu'on retrouve sur l'époxyde tous les deux vers l'arrière. Ce qui est écrit en jaune, c'est faux. Les 2 méthyls sont du même côté aussi. C'est ceux qui vont se retrouver ensuite vers l'avant. Voilà, c'est ça. Autrement dit, c'est celui qui a comme configuration Z. Et tiens, alors, ils m'ont tout modifié. C'est pas entre barres. Ils ont changé l'interface, mais alors les traits, on les fait plus pareil, hein. C'est des parenthèses que je voulais écrire. Voilà. Il faut mieux l'écrire d'ailleurs en LED, je pense que ça ira mieux. Ah ben, il ne veut pas s'enlever finalement. On n'enlève plus rien maintenant. Bon, alors la possibilité d'écrire. Alors, ils nous ont tout changé pendant le week-end, c'était vraiment pas le moment. Bon, c'est pas moi qui suis en train de faire les petits dessins, mais c'est ça. Donc ça, c'est l'alcène de départ et les conditions obligatoires. Oui, c'est mieux en LED finalement. Les conditions opératoires, c'est avec un époxyde, enfin pour former pardon, un époxyde, il va falloir faire réagir ça avec, pour former ce qui est au-dessus, il faut un péracide. Donc le péracide, c'est un composé qui aurait une structure de type RCO, OO. Il y aurait 2 liaisons oxygène, enfin il y aurait 2 oxygènes avec une liaison simple, OH. Alors peu importe la nature du R en question, mais il faut faire réagir un péracide sur l'alcène de façon à fixer l'oxygène en pont au-dessus ou en dessous de la liaison double. Alors, un époxyde, c'est une espèce qui est très réactive, qui a donc 2 sites électrophiles. Et donc, en fait, on peut ouvrir cet époxyde par une ESN2 avec à peu près n'importe quel nucléophile. Donc, c'est ce qu'on regarde dans l'exemple suivant. Donc, pour finir ça. Donc, le nucléophile, on le repère. Je vais zoomer un petit peu. Donc, on va repérer électrophile, nucléophile. Donc, le nucléophile. Nucléophile, c'est ici les 3 doublés libres qui sont sur éthylo-. Donc, éthylo-, c'est le nucléophile. Électrophile, on va avoir 2 sites électrophiles sur l'époxyde. On aura une charge plus delta ici. On aura une charge plus delta de l'autre côté, charge partielle, et moins de delta sur l'atome d'oxygène. Ça, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais ça n'a pas d'importance. Donc, mouvement possible pour obtenir le produit final qu'on a ici. Ça attaque à gauche ou à droite? On va former cette liaison-là. Du coup, il faut qu'on attaque ici et simultanément rupture de la liaison. Marquez, c'est plus joli avec, c'est écrit en plus gros. Les petits dessins sont plus jolis. Bon, ils ont amélioré le site. On arrive mi-juin, il était temps de s'y mettre. Donc, on obtient cet alkylate. Contrairement au cas précédent, on n'a pas manifestement
le mouvement qui est en pointillé que je suis en train de rajouter sur le deuxième. Donc par les flèches en trait-plein, enfin oui, par les deux flèches en trait-plein, on a bien l'alcoolate formé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce qui résulte, enfin ce qui vient des pointillés? À votre avis, sachant qu'il s'agit d'une SN2. Oui, c'est effectivement une question d'encombrement. Donc on va avoir le site le plus dégagé qui va être attaqué en priorité. Donc sur les deux sites électrophiles, celui qui est attaqué, c'est celui que je viens de pointer en vert qui est à gauche et qui est donc le site le plus dégagé. Okay. Donc, comme c'est une ESN2, on sait que c'est facilité sur un carbone dégagé. Le carbone qui est à droite, il est tertiaire. Le carbone qui est à gauche, il est primaire. Donc, le site de gauche, il est primaire. Alors que celui qui est à droite, il est tertiaire. Donc, tertiaire, ça ne va pas bien pour une ESN2, d'autant que le nucléophile est quand même relativement encombrant. Pour finir, on va mettre juste le mouvement électronique qui permet de passer de l'alcoolate à l'alcool, donc la dernière étape, ce que je n'ai pas mis dans l'exemple précédent. Donc on va avoir une réaction de type acido-basique. Sur l'alcoolate, on a 3 doublés libres qui peuvent aller attaquer ici un proton. Donc ça enlève HO-. Vous voyez que sur la flèche, il y a marqué moins HO-, ça veut dire qu'on va effectivement transformer l'eau en HO-, et on forme la liaison OH ici par réaction acido-basique. La dernière étape, c'est une hydrolyse et c'est donc une réaction acide-base. Comme c'est une réaction acido-basique avec de l'eau, on appelle ça aussi une hydrolyse, mais acide-base, c'est plus précis que hydrolyse tout court. Voilà, avez-vous des questions sur ce chapitre? Donc normalement, ça doit commencer à mûrir, c'est-à-dire que c'est le deuxième chapitre où on regarde vraiment par le petit bout de la lorgnette comment vont bouger les doublets. Donc, ce que je viens de souligner en rouge, ce n'est pas un doublet, hein, c'est juste que j'ai souligné en rouge l'hydrogène qui a été rajouté. Et on va poursuivre donc avec un autre type de réaction qui s'appelle une réaction d'élimination. C'est bon, on peut poursuivre. Alors, on y va, réaction d'élimination. Bon, le temps qu'il arrive, hein, ça va prendre un certain temps. Ça prend carrément du temps. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, élimination. Je n'avais pas pensé à le charger avant, du coup, faut qu'il se charge. Voilà. Bon, je pourrais vous passer une chanson pendant ce temps. Non, ça y est, il arrive. Il était plus court que le précédent. Voilà, comme d'habitude, je fais une petite manœuvre parce que du premier coup, c'est pas le bon format. Oui, on l'a sur Classroom, ce chapitre. Oui, oui, oui. Mais j'avais dû l'envoyer la semaine dernière. Je les envoie toujours un petit peu à l'avance puisqu'il y en a qui ont besoin de quelques jours pour imprimer, vu que c'est papa ou maman qui va imprimer au boulot. Et elle a été déposée il y a longtemps, il n'y a pas 6 mois non plus, hein, je dirais la semaine dernière. Oui, oui. Il faut suivre. Hein. 8 juin. 8 juin. C'est pile la semaine dernière, ça. Merci, Oliana. Bon, donc j'en déduis que certains ne l'ont pas sous les yeux. Donc, prenez le temps de les regarder peut-être. Oui, ce serait peut-être plus simple de l'avoir sous les yeux en PDF parce que là, si vous l'avez ici, ça va être compliqué. Donc, autre type de réaction, la réaction d'élimination. Donc, c'est exactement une réaction inverse de ce qu'on a vu comme addition. L'élimination, c'est l'inverse d'une addition. Au cours d'une addition, on part d'un substrat insaturé avec une liaison double et on va ajouter des objets dessus.
Ben là, on va faire l'inverse, on va créer des liaisons doubles. Alors, petite présentation générale de l'élimination. Donc, au niveau sigle, c'est noté grand E, bon, sans surprise. Le produit final va donc avoir une liaison double, enfin une liaison double en plus. Hein, il y en avait peut-être au départ, mais on lui en rajoute une. Et ici, c'est une liaison carbone-carbone qui va être formée dans ce chapitre. Il y a des liaisons doubles qui ne sont pas du carbone-carbone. Donc, nous, on va se limiter à des liaisons doubles carbone-carbone, sachant qu'on peut aussi faire des éliminations formant une liaison double carbone-oxygène, par exemple. Deux types de substrats. Là, on va prendre les mêmes substrats qu'au chapitre précédent. Donc, soit un halogénoalcane donc de type RX, soit un alcool de type ROH. Suivant le substrat, la molécule éliminée, ce n'est pas la même. Si le substrat est un halogénoalcane, on va éliminer l'halogène X qui s'élimine sous forme de X-, et on élimine également H+. Donc au total, ça nous fait une élimination de HX. Et si le substrat est un alcool, la molécule éliminée, c'est de l'eau. Tous les substrats ne se prêtent pas à une élimination. Pour qu'il y ait une élimination, il faut encore que le substrat ait ce qu'on appelle un H en bêta. On parle de bêta-élimination. Donc, on va faire un petit schéma. Vous avez le carbone et le carbone fonctionnel à côté. Donc, par exemple, un X. Et il faut qu'à côté, on ait un hydrogène. Le reste des liaisons, on s'en fiche un peu. Donc, on va éliminer l'halogène porté par le carbone fonctionnel et un des hydrogènes qui est à côté. Donc, on va éliminer et on va former au total une liaison double carbone-carbone. Ah, il ne veut pas me tracer des C qui ressemblent à des C. Hein. Récalcitrant. Donc ça, c'est sur un substrat halogéno-alcane. Pour un substrat alcool, donc ici, c'était une élimination. On élimine ici HX. Pour un substrat alcool, vous allez avoir, du coup, je ne mets pas les C puisqu'il n'en veut pas. Il faut une fonction alcool et un hydrogène à côté. Les autres liaisons, je les mets en bleu, on s'en fiche de ce qu'il y a dessus. Par élimination, on va éliminer OH d'un côté sous forme OH-, H+ de l'autre, donc on élimine bien H2O, et on va former une liaison double carbone-carbone. On va garder les liaisons qui étaient en bleu, que je n'ai pas détaillées, plus H2O. Donc du coup, ce qui est éliminé, c'est ici une molécule d'eau, mais qui vient de deux carbones différents, ou alors précédemment une molécule HX. Pareil, les objets viennent de deux carbones précédents. Donc il faut déjà qu'il y ait, en plus du carbone fonctionnel, des hydrogènes disponibles sur le carbone d'à côté. Alors, on commence par le substrat halogéno-alcane. Vous devez connaître les conditions opératoires de l'élimination. Donc, à apprendre, hein, il faut deux choses. Il faut une base, au sens base de Bronsted, donc un milieu basique. Et il faut également une haute température. Haute température sur les schémas, vous voyez écrit soit HT, comme haute température, ou alors vous avez ce symbole delta qui peut apparaître. Donc sur les flèches des schémas réactionnels, delta, ça veut dire qu'on va faire varier la température. Donc, d'un point de vue schématique, la base va servir à capturer le proton, puisque je vous ai dit que le proton, le H voisin, il part sous forme de H+. Donc, la base sert à attraper un proton, c'est le rôle d'une base. Et il faut du chauffage, c'est indispensable parce que c'est une réaction qui est difficile. Difficile, on dit que c'est synonyme de lent. Du coup, on se place dans des conditions de contrôle thermodynamique. Contrôle thermodynamique, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs produits possibles,
on va former majoritairement le produit le plus stable. Donc, dès qu'on chauffe, de toute façon, on est sous contrôle thermodynamique en cas de plusieurs produits possibles. Alors, petit exemple. Donc, vous avez deux écritures de la même réaction. Une première version avec une formule semi-développée, on voit tous les hydrogènes. Donc, le substrat qui est ici, vous regardez le carbone fonctionnel et vous regardez les carbones d'à côté. On peut remarquer qu'il y a un certain nombre d'hydrogènes en bêta. Je les entoure. Ils sont ici, ici et ici. Et donc, ils sont un peu tordus. OK. C'est pas terrible leur nouvel outil. Donc, en tout, on a 9 H en bêta. Alors, en bêta, je le mets en lettres normales. Hein. Donc, je mets en B parce que j'ai pas envie de passer trop de temps à écrire, mais c'est des H en bêta. Si vous prenez le même schéma réactionnel que précédemment, en prenant comme base HO-, qui est quand même pas la plus compliquée, on va pouvoir former un alcène entre le carbone fonctionnel et n'importe lequel des trois autres qui sont voisins. Et on va avoir deux sous-produits qui sont H2O. Donc le H+, il va être récupéré par la base, HO- devient H2O, et Br- est libéré. Donc au total, on a bien éliminé HBr, sauf que H+, il n'est pas accroché au brome, il est accroché à HO-. Vous avez la même chose ici en version topologique et en version schéma, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit une réaction bilan. Donc la première ligne, c'est un bilan, c'est équilibré. La deuxième ligne, c'est un schéma réactionnel. Vous avez uniquement le substrat et le produit. Et en plus, c'est une version topologique. Alors, donc combien y a-t-il d'hydrogène en bêta? On a déjà répondu à la question, c'était 9. Donc ici, c'est 9. Et peut-on obtenir un autre alcène? Si vous regardez les hydrogènes en bêta, est-ce qu'ils sont interchangeables ou est-ce qu'ils sont identiques? Est-ce qu'ils sont tous les 9 équivalents? Oui, ils sont tous identiques. Autrement dit, on va pouvoir obtenir un seul alcène possible. Les 9 hydrogènes en bêta sont strictement équivalents. Alors, exemple suivant. Donc là, encore, c'est uniquement le schéma réactionnel. Donc, on va regarder à partir du carbone fonctionnel les carbones voisins. Donc ici, il y en a 2 et je vais vous mettre en couleur les hydrogènes en bêta. Donc les hydrogènes en bêta, on en trouve 2 ici. Et on en trouve 2 de l'autre côté. Donc 4 hydrogènes en bêta susceptibles de partir. Ils sont tous équivalents ou pas? Oui, donc on a ici 4 H identiques. On ne dit pas identique, on peut dire équivalent. Du coup, on va pouvoir obtenir plusieurs... Il vous plaisait pas, mon iode? Ouais, c'est vrai que le I majuscule, bon, ok, je veux bien, il est plus joli comme ça. Donc, on va pouvoir obtenir un alcène. Attention, parce que parfois, on peut avoir une isomérie ZE. Donc, premier alcène possible, on forme une liaison double ici. Dans ce cas-là, la formule topologique, elle indique la configuration de l'alcène. On peut aussi avoir la configuration autre, c'est-à-dire l'alcène Z. Donc, on peut avoir également ceci. Je change juste l'orientation du premier carbone. Et donc, on va avoir a priori deux configurations possibles, puisque dans cette alcène, on a l'isomérie ZE. Le premier, c'est le E. Il n'y a pas de charge moins sur l'iode. Hein. Non, non. Et le deuxième, c'est le Z. Enfin, il y a une charge moins sur l'iode à la fin. L'iode part sous forme d'ion iodure. Là, c'est un schéma, donc je n'ai pas écrit le détail de ce qui est en sous-produit. Je vais écrire, donc celui-ci, c'est le Z, on a dit. Ah.
Donc on va effectivement, je peux vous mettre les sous-produits qui sont éliminés, donc qui n'ont pas, que vous n'avez pas besoin de rajouter, mais on va les mettre entre parenthèses. Donc ceux qui sont éliminés, je les mets en bleu. On va également avoir libération de I-, d'ion iodure. Et la base ici, CH3O-, va partir sous forme, va capter un proton et va devenir CH3OH. Donc là, en parenthèse et en bleu, j'ai mis les sous-produits de la réaction, qui sont donc I- et un alcool. Ça va? Alors, on change de page, on passe à la page 3. Donc, on va regarder la même chose en changeant de substrat, donc avec le substrat alcool. Attention, les dérivés halogénés et les alcools, on les traite dans les mêmes chapitres ici, mais ils ne réagissent pas dans les mêmes conditions. Donc, dans le cas précédent, il fallait une base et un chauffage. Là, il ne faut pas une base parce qu'il va falloir activer l'alcool. Et du coup, il faut un milieu complètement inverse du cas précédent. Il faut un acide. Par contre, il faut toujours le chauffage. Donc, le chauffage, il est commun. Mais attention, il faut un milieu acide. Donc, conditions radicalement différentes. Donc, la réaction d'élimination en général, c'est une réaction difficile. C'est pour ça qu'il faut chauffer. Mais c'est encore pire sur un alcool. Les alcools sont moins réactifs que les dérivés halogénés. Comme la molécule éliminée, c'est une molécule d'eau, l'élimination dans ce cas-là s'appelle aussi une déshydratation. Donc, déshydratation, ça veut dire élimination d'eau. Alors, petit exemple ici. Je vais repérer les hydrogènes en bêta du substrat. Donc, je vais les mettre en bleu. Le carbone fonctionnel, c'est celui qui est à gauche. On va avoir sur le carbone suivant 2 hydrogènes en bêta qui sont ici et là. Bon, ils sont identiques. On va donc pouvoir former un seul alcène. Donc, je vous mets en noir la structure inchangée, parce qu'il n'a pas changé. Ce ne sera pas du noir, c'est du bleu. Bon, ben non, c'est du. Voilà, et en bleu. D'accord, donc on obtient un seul alcène ici. Là, il n'y a pas la possibilité d'isomérie ZE. Attention, formule topologique, racontez bien vos carbones, vérifiez qu'il n'y en a pas en plus ou en moins entre le départ et l'arrivée. Alors, pour l'instant, on a regardé uniquement le cas des hydrogènes qui sont tous interchangeables. Maintenant, parfois, les hydrogènes ne sont pas tous équivalents. Les hydrogènes en bêta ne sont pas tous équivalents. Dans ce cas-là, on va avoir une régiosélectivité que vous devez connaître. Donc, c'est encore l'école russe. Hein, vous aurez appris plein de noms de chimistes russes cette année. Donc, après Markovnikov, on va passer à Zaitsev. Alors, les noms russes, comme ils sont, comme il y a une conversion entre l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin, on peut avoir quelques variantes dans les traductions. Donc, je vous ai mis 3 versions possibles de Monsieur Zaitsev. C'est toujours le même, hein, c'est juste que des fois, ça commence par un S ou par un Z, il y a un I tréma ou un Y, et un V ou 2 F à la fin. Bref, c'est toujours le même, mais c'est des histoires de conversion d'alphabet. Vous devez 2 choses, connaître le nom de Monsieur Zaitsev et connaître la règle. Donc vous l'admettez tel quel, on obtient majoritairement l'alcène le plus substitué. Qu'est-ce que ça veut dire le plus substitué? Plus substitué, ça veut dire qu'il y a le moins d'hydrogène possible autour de la liaison double. Donc il y a le plus de substituants sur la liaison double. Le substituant différent de H. Alors, justification, on a dit que cette réaction a été dans des conditions de contrôle thermodynamique. S'il y a plusieurs alcènes possibles, dans ces conditions, on aura majoritairement à l'état final l'alcène le plus stable, le produit le plus stable. Et il se trouve que pour les alcènes, on observe que plus ils sont substitués, plus ils sont stables. Je ne vous le justifie pas, ça, mais vous devez l'admettre tel quel et l'appliquer. Alors, petits exemples avec un substrat qui présente 2 types d'hydrogène en bêta. Donc, sur le substrat de l'exemple 1, on va regarder quels sont les hydrogènes possibles. On a un hydrogène possible ici, donc je les rajoute sur le substrat.
Et on a 2 hydrogènes ici. Donc ceux-là, on va les appeler les bêta 1. Bêta 1 alors qu'ils sont 2, c'est vrai que c'est pas logique. Bon, tant pis. Et donc bêta 2, ou bêta prime de l'autre côté. Donc en tout, il y a 3 hydrogènes qui sont susceptibles d'être éliminés en même temps que le brome. Le produit, on obtient donc 2 produits possibles, qu'on a appelés ici A et B. Le produit A, il vient de l'élimination avec lequel? Donc le produit A, la liaison s'est formée ici. Et donc ça vient de l'élimination bêta 1, bêta 2, pardon. Donc bêta 2, c'est ça. D'accord? On élimine, on forme la liaison double entre l'atome qui porte le H et l'atome qui porte le brome. Donc le produit A vient de l'élimination avec l'hydrogène tout seul que j'avais appelé bêta 2. J'avais appelé ça bêta 2 au pif. Pour l'alcène d'à côté, on a formé la liaison ici, la liaison double ici. Et donc ça vient de l'élimination avec un des 2 hydrogènes que j'avais appelé bêta 1. Ok. Alors apparemment, il y en a qui ont des problèmes de connexion, parce qu'on a Chloé qui se connecte et qui se déconnecte. Alors, on observe majoritairement que l'alcène A est en plus grande proportion. Et pourtant, il n'y avait qu'un seul hydrogène en position bêta 2. Donc l'alcène A, il est plus substitué que l'alcène B. Ça veut dire qu'il y a moins d'hydrogène autour de la liaison double. Il y a un substituant méthyle, il vaut mieux éliminer du côté du méthyle que du côté du CH2. Si la réaction n'était pas stéréosélective, à ce moment-là, quelles auraient été les proportions des deux? Non, ce ne serait pas 50-50. Non, bah non, vous êtes trop naïf. Il y a 3 hydrogènes en tout susceptibles d'être éliminés. Si c'est complètement aléatoire, ce n'est pas 25% non plus, on aurait un tiers de l'élimination bêta 2. Donc un tiers, c'est moi qui écris, hein, écrivez pas en même temps que moi. Donc l'élimination bêta 2, c'est celle qui a conduit à l'espèce grand A. Donc on aurait eu un tiers de A. Et on aurait eu 2 tiers de l'autre. Ah tiens, un accent. Ça, c'est la correction automatique. Hein, donc c'est A sans accent. Hein. Pourquoi un tiers et 2 tiers? C'est parce que pour former l'alcène A, il y a un seul hydrogène sur les 3 possibles. Donc c'est 1 sur 3. Et pour former l'alcène B, il y a 2 hydrogènes en bêta 1 sur les 3 possibles. Donc une répartition aléatoire, ça aurait donné les proportions 1 tiers, 2 tiers. Ok. Là, c'est exactement l'inverse. On a majoritairement l'alcène qui vient de l'hydrogène, là où il y a le moins d'hydrogène. Alors, cette règle de Sidezeff, elle s'applique pour les 2 types de substrats. Donc, vous pouvez l'appliquer aussi bien sur un halogéno-alcane que sur un alcool. On va l'appliquer ici. Donc, sur le substrat, pareil, on va analyser où sont les hydrogènes particuliers. Donc, je vais les rajouter en couleur. Alors, les hydrogènes, je mets juste un code de couleur hein, pour les représenter. On en a ici 3. C'est un CH3, ça. On en a ici 2. Et puis, on en a ici 1. Donc, on va avoir en tout 3 positions possibles pour la liaison double, puisqu'on a 3 carbones qui possèdent des hydrogènes en alpha qui sont différents. Donc, on va avoir plusieurs structures possibles. On va commencer par éliminer du côté du CH3. Donc, je vous mets... Alors, prévoyez de la place parce que après, à chaque fois, on verra s'il y a une isomérie ZE. Donc, ça va faire potentiellement un petit peu plus de 3 alcènes à faire.
Donc, j'élimine d'abord du côté bleu. Donc, pour l'élimination du côté bleu, on va former la liaison double ici, là où il y avait l'hydrogène en bleu. Est-ce qu'il y a une isomérie ZE ici? Non, il n'y en a pas. J'ai bien mis une liaison double, hein, mais c'est vrai qu'elle se voit peut-être pas très bien. Si vous zoomez, vous la voyez peut-être mieux. Donc, c'est une liaison double que j'ai rajoutée en bleu. Donc là, il n'y a pas d'isomérie ZE. Ensuite, je me décale un petit peu. On va s'occuper de ceux qui sont en violet. Donc, on va avoir ici. Je vais éliminer ceux qui sont en violet. Donc, je recopie la chaîne carbonée. On va avoir la liaison double qui se forme ici. Est-ce qu'on a une isomérie ZE ici? Ben oui, puisque j'ai même dessiné ici, j'ai déjà mis l'isomère. Donc, je peux dessiner l'autre isomère. Donc, qui serait là. Donc, celui du dessus, ce serait... Pardon. Ce serait le Z ou le E? Alors, il y a une petite ambiguïté ici, puisque vous n'êtes pas tous d'accord. Il ne faut pas regarder les deux substituants identiques du même côté, il faut regarder les deux substituants majoritaires du même côté. Donc, celui du dessus, perdu, c'est le E en haut et le Z en bas. Vous pouvez inverser les deux. Plutôt, on va attraper le Z, voilà. Et le E, on le remonte d'un cran. C'est un E majuscule, d'ailleurs. Donc, deux isomères possibles de stéréoisomères pour les deux hydrogènes en violet. Et enfin, on peut avoir d'autres isomères. Ah, que je retrouve mes couleurs, voilà. Plus, donc on va regarder maintenant l'élimination avec l'hydrogène qui est tout seul et qui est représenté en rouge. Donc pareil, je dessine la chaîne carbonée en changeant le moins de choses possible. Et après, je vais regarder s'il y a une isomérie ZE. Donc c'était en rouge. La liaison double serait ici. Isomérie ZE ou pas? Une fois, deux fois. Perdu Clarisse, il n'y a pas d'isomérie ZE, puisque si vous regardez l'extrémité à droite, les deux substituants de la double liaison sont identiques, c'est deux groupes méthyl, donc il n'y a pas d'isomérie ZE. Ah, il y a des pièges. La règle de Sidezev vous dit qu'on a majoritairement celui-ci. Donc celui-ci est très majoritaire. Celui qui est ici, donc le premier, il va être au contraire, donc quand on a éliminé sur un des trois hydrogènes du CH3, il va être très minoritaire. Et celui, donc, enfin, les deux ZE qui viennent. Oh, qui c'est qui m'a bricolé mon E là? On ne le reconnaît plus. Hein. Bon, il y en a qui m'ont fait des vilains dessins. Si je commence à corriger ce que vous me faites, on ne va plus s'en sortir. Voilà. Et ce truc-là, on le vire. Hop, il n'y en a plus. Alors, on récapitule. On va avoir pour un halogénoalcane, pardon, en présence d'un nucléophile, on a vu dans le chapitre qu'on vient de terminer, on a la formation d'une SN. Et en présence d'une base, on peut avoir une réaction d'élimination, comme on vient de voir. Le problème, c'est que les bases et je recommence. Le problème, c'est que les bases et les nucléophiles, très souvent, ça peut être une seule molécule qui peut avoir les deux rôles. Et du coup, on peut se demander si on propose à un substrat halogénoalcane une espèce qui est à la fois une base et un nucléophile, qu'est-ce que ça va donner comme réaction?
Est-ce qu'on va avoir une SN ou est-ce qu'on va avoir une élimination? Donc, vous avez l'exemple qui est ici, avec H-. Alors, H-, c'est une très bonne base, hein, on la connaît depuis longtemps. C'est aussi un très bon nucléophile. À partir du substrat qui est à gauche, par élimination, on obtiendrait un alcène cyclique qui est en haut, et par substitution nucléophile, on obtiendrait un alcool. C'est embêtant, parce que l'objectif en chimie organique, c'est jamais d'obtenir deux produits. C'est d'avoir un seul produit, voire un seul isomère, s'il peut y en avoir plusieurs. Donc là, c'est deux réactions complètement différentes. On n'a pas envie d'avoir un affreux mélange à l'arrivée. Du coup, on va voir quelles sont les conditions qui vont permettre d'avoir l'un ou l'autre. Alors, vous devez retenir dans quel sens ça fonctionne. Une augmentation de température, ça favorise toujours le produit dit thermodynamique, c'est-à-dire le produit le plus stable, c'est le contrôle thermodynamique. Et donc, si on chauffe, on a toujours l'élimination qui est favorisée. Donc, une augmentation de T favorise l'élimination. À retenir ça. Et maintenant, si on regarde un petit peu plus les réactifs cette fois-ci, si on a affaire à une base très forte, à ce moment-là, on va favoriser aussi l'élimination. Une base forte, ça se repère avec une valeur de pKa. C'est ça qui indique la force d'une base de Bronsted. Donc, plus le pKa est élevé, plus on va favoriser la réaction d'élimination. Inversement, si on chauffe pas trop et qu'on a affaire à un bon nucléophile, on va plutôt favoriser la SN, ce qu'on verra à la fin du chapitre. Alors, on va regarder maintenant sur un alcool. Donc, on change de substrat. Sur un substrat alcool, on va avoir ici, je reprends un petit peu le même substrat avec une fonction alcool au lieu d'avoir une fonction halogénoalcane. Ici, on va pouvoir avoir une élimination ou une SN. Cl- qui est contenu là-dedans, c'est un nucléophile. Donc, on peut le substituer à la place de l'alcool. Vous avez même déjà vu dans le chapitre précédent comment passer de ROH à RCl par SN. Et par élimination, vous pouvez avoir une élimination entre le OH et les deux hydrogènes qui sont ici. Un des deux hydrogènes qui sont ici, on a les mêmes de l'autre côté. Donc, on a un alcène possible par élimination. Et l'élimination se fait aussi dans un milieu acide fort. Donc, dans tous les cas, si on veut favoriser la SN, il faut baisser la température. Dans tous les cas, le fait d'abaisser la température, ça va défavoriser la cinétique, ça va ralentir l'ensemble des processus. Du coup, parfois, on tombe devant un vrai dilemme, c'est-à-dire que si on veut avoir une substitution nucléophile, mais qu'on veut quand même qu'elle aille assez vite, des fois, on est obligé de chauffer un petit peu. C'est-à-dire qu'on se place dans des conditions qui ne sont pas idéales pour la substitution nucléophile, mais qui permettent que la réaction ne mette pas 2 ans à se faire. Donc, parfois, on peut être amené à chauffer, même pour une substitution nucléophile. Alors, petit exemple en dessous. Alors, si on a... C'est bien, on va faire le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent. Par SN, on va former ici à la place du chlore un hétéroxyne. Je remets en noir ce qui ne bouge pas. On peut former une liaison carbone-oxygène. Donc par SN, on va avoir ceci. Par élimination, on va pouvoir éliminer un des deux hydrogènes ici ou là. Ou alors, on va pouvoir éliminer un des deux hydrogènes ici et là. Donc, du coup, on va avoir deux alcènes différents par élimination. Et dans chacun, on va vérifier si c'est Z ou E. Donc, je ne sais pas si j'aurai la place de tout mettre. On va voir. Donc, par élimination, on va pouvoir former... Donc, par élimination, E, avec le côté violet. Je remets en noir ce qui ne bouge pas. On va avoir cette chaîne carbonée et on va former une liaison double ici. Est-ce qu'on peut avoir une isomérie ZE?
Oui, oui, oui. Donc du coup, on va former l'alcène. Alors c'est par élimination, on va former le E et le Z. Ah, c'est vrai, il ne veut pas mettre de parenthèse. Donc c'est par réaction d'élimination au violet, on va former deux alcènes avec la double liaison que j'ai mis en violet. Et on va également avoir deux produits d'élimination possibles en éliminant de l'autre côté. Alors, je manque un petit peu de place. Donc si j'élimine les hydrogènes qui sont en bleu, on va former ici une liaison double, là. Et on va avoir du Z et du E. J'ai plus la place de mettre la dernière molécule, hein, donc on va avoir du Z. Celui que j'ai dessiné étant le E. Donc, je n'ai pas la place de dessiner le Z, désolé. Ce qui fait beaucoup. Hein. Donc, l'objectif, ça va être de favoriser un sens ou l'autre. Ici, en plus, les deux alcènes, enfin les deux éliminations en violet et en bleu, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un affreux mélange de stéréoisomères ZE et d'isomères suivant la position de la liaison double. On va voir les mécanismes limites. Je crois qu'on les verra plutôt demain parce que là, c'est un petit peu tard. Pour cet après-midi, je vous mettrai donc en ligne votre DS comme d'habitude à 13h30. Je vous rappelle les consignes. Vous devez me rendre ça en format PDF avec le nom de votre fichier qui commence par votre nom de famille à vous. D'accord? Si je vous rends quelque chose, le quelque chose s'appelle Baqueta Anne-Laure DS9. Donc, vous commencez le nom de votre fichier par votre nom de famille. On vous a déjà expliqué pourquoi. Et vous me mettez tout sur un seul fichier. Je ne veux pas avoir 36 fichiers, un par page. Donc, un seul fichier PDF avec des pages orientées toutes dans le même sens, dans le sens où je les lis. Et je deviens très flemmarde, moi, c'est la fin de l'année, donc je vous préviens, je ne tournerai pas les PDF ce coup-ci. Si c'est dans le mauvais sens, je ne pencherai pas la tête. Ok? Donc vérifiez bien avant d'envoyer et tout se passera bien. Voilà, à cet après-midi.